aujourd'hui poursuivis parce que tout simplement, il y a une coalition, il faut le dire, une coalition, n'est-ce pas, des chefs d'État africains qui, quand la CPI va poursuivre, on dit, oh, encore c'est les Africains seulement qu'on cible. N'est-ce pas? Et alors, dans nos pays, si notre justice marchait convenablement, mais on n'a pas besoin d'aller à la haie. On n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, qui est capable de juger Kabila? Qui est capable de juger Kaya chez moi? Qui est capable de juger? On a fait un jugement en Égypte pour Hosni Moubarak. On a essayé de faire un jugement qui est encore sur la liste de Ali Ben Ali. N'est-ce pas? Ça n'a pas encore marché. Hosni a été jugé, c'est vrai. Mais disons qu'il a été jugé parce qu'il y avait encore les bottes ici. Comme quelqu'un l'a dit, hein, tant que les bottes resteront au pouvoir, effectivement, nous aurons toujours notre série de lamentations, nous allons courir, mais qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous, disposés à faire et à sacrifier en tant que défenseurs des droits de l'homme et en tant que presse sur le terrain. Parce que les défenseurs des droits de l'homme, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, sans l'accompagnement de la presse, on ne peut pas réussir. Il faut que ce soit clair. Sans l'accompagnement de la presse, on ne peut pas réussir. Parce qu'il faut que la presse accompagne et il faut que la presse accepte de s'engager pour le changement de mentalité au sein de la population africaine. Mais si chaque tribu, chaque ethnie a sa propre presse, effectivement, on va continuer à la désigner, on va continuer effectivement à nous battre et à nous combattre, n'est-ce pas, sans savoir exactement quel est le but escompté. C'est toujours beau de rejeter l'erreur, les fautes sur les autres. Mais j'estime que nous devons aussi nous autocritiquer, nous devons aussi accepter, nous, notre part, n'est-ce pas, et notre participation passive dans ce qui se passe dans nos pays. Bravo. Quand on parle de la violation, des viols des femmes, des abus sexuels, c'est encore chez nous, dans nos familles, où on exige de la femme, ne dis rien, tais-toi. Tu vas déshonorer la famille en parlant. N'est-ce pas? Tu vas déshonorer la famille en parlant. Quand c'est une musulmane, quand elle va, on va dire, oh, elle n'osera jamais dévoiler, parce qu'elle ne peut pas montrer les services qu'elle a eu sur son corps à un homme, un magistrat. À la santé, ce sera aussi des gens qui vont dire, oh, ce n'est pas méchant, on va te donner 2 jours d'ITT. N'est-ce pas? 2 jours d'ITT, c'est 10 000 fois rien. Ceux qui sont juristes ici savent très bien que 2000 ITT, c'est rien. 2 jours d'incapacité temporaire de travail. Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien. Ou alors, on écrit tout simplement sur le certificat médical, c'est juste un attouchement, ce n'est rien. Mais pourquoi il y a un attouchement? Il ne devrait même pas y avoir attouchement. N'est-ce pas? Alors, c'est nous d'abord, les femmes, qui devraient d'abord nous liguer pour lutter contre les violences sexuelles et les violences faites aux femmes. Nos frères, vous savez pertinemment, hier, dans le métro, dans le train, il y a une dame. C'était plein, c'est juste un truc que je raconte ici parce que ça m'a choqué. Je venais de l'aéroport et le train était plein et donc la dame est venue en courant et juste en rentrant, il y avait un monsieur, elle n'a pas fait exprès, elle l'a bousculé un peu. Alors celui-ci l'a bousculé encore, elle a failli tomber et les gens lui disent, elle dit, oh mais monsieur, ne bousculez pas. Il dit, oui mais vous m'êtes rentré dedans comme un bœuf. Et quelqu'un lui dit, mais monsieur, on ne bouscule pas une dame. Il dit, mais écoutez, ce n'est pas l'égalité des sexes ici. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, j'avais honte parce que c'était en plus un Africain. Oh. Ah ben ouais. Oh. Eh ouais. J'avais honte parce qu'en plus, c'était un Africain. Alors, ne sachant pas que c'était un Africain, je dis, mais celui-là, peut-être qu'il a l'habitude de tabasser sa femme. Eh ouais. Il a l'habitude de tabasser sa femme. Parce qu'on ne peut pas se montrer de cette manière dans un lieu public. On doit quand même pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, son ego, pouvoir se maîtriser soi-même pour ne pas avoir un comportement dérangeant. Même chez soi, on se maîtrise pour ne pas déranger, n'est-ce pas, ceux qui ne sont plus chers, à plus forte raison de leur faire du mal. En gros, je vais résumer. Quelqu'un a parlé de l'AIFIDH. Je vais vous répondre, monsieur. Parce que j'ai été 9 ans vice-président de l'AIFIDH. Et je vais vous dire une chose, et non pas seulement que j'étais vice-président de l'AIFIDH, mais comme je vous ai dit, je suis aussi présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme et je ne suis pas à Paris, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Et je vous dis, comme je vous parle ici, je vous dis que j'ai fait la prison. J'ai été torturée aussi.
J'ai fait la prison juste au lendemain, quand j'ai fini mes études à l'université. Et j'ai fait 6 ans de prison et j'ai été torturée avant d'être emprisonnée. Ensuite, j'ai été une deuxième fois emprisonnée quand j'étais avocate stagiaire. Et j'ai été torturée aussi, monsieur. J'étais toujours militante au sein de mon organisation, vice-présidente. Et mon organisation est membre de l'AFIDH. Et je vous dis une chose. Nous avons fait 15 ans sans être reconnus par le gouvernement mauritanien. On a créé notre organisation en 1991 et nous n'avons été reconnus qu'en 2005. Mais malgré tout, nous avons tout simplement opposé à l'État le fait que la constitution mauritanienne garantit le droit d'association et qu'il est inadmissible aujourd'hui que par une loi qui est obsolète, parce que c'est une loi qui date de 1964, qu'on essaie de nous appliquer cette loi qui est anticonstitutionnelle. Mais, je vous dis, monsieur, l'AFIDH nous a accompagnés. Parce que l'AFIDH n'accompagne pas seulement au niveau de Paris, mais il faut descendre aussi sur le terrain. Il s'agit maintenant, il dépend de l'organisation qui est affiliée à l'AFIDH, effectivement, d'exiger que l'AFIDH vienne auprès d'elle. Mais si nous travaillons et que nous essayons tout simplement d'envoyer des informations par mail, etc., moi je dis, je ne suis pas satisfaite. Il faut que ceux qui nous accompagnent, les réseaux dans lesquels nous sommes, viennent aussi voir comment nous vivons sur le terrain et nous accompagnent sur le terrain. Et c'est à ce moment seulement qu'on peut effectivement évaluer le travail que vous faites sur le terrain et je vous remercie. Bravo. Merci Madame Mbaye Atumata. Je crois que la balle est aussi... Non, attendez d'abord, monsieur. Commencez déjà à réfléchir comment sera notre observatoire que nous voulons pour la RDC contre l'impunité, pour le respect des droits de l'homme. J'invite donc Maître Ridian Dieye, qui est un jeune avocat international, qui est un professionnel et qui vient nous parler un peu par rapport à l'aspect du droit de l'homme en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il est là encore? Maître Ridian, je l'ai vu tout à l'heure, il était là. Bon, alors, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Nous donnons la parole à M. Paul Sampoumoukoulou, qui est le secrétaire général de FDIH. Mais en tout cas, nous ne voulons pas partir d'ici sans savoir un observatoire, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, etc., etc. Donc, essayez un peu de nous briefer là-dessus. Merci pour une deuxième fois que vous m'accordez cette parole. Bien, je serai très bref puisque dans l'intervention que j'ai faite lors du premier panel, j'ai essayé de brosser la situation des droits de l'homme chez nous et des acteurs qui sont confrontés à cette situation très grave que les Congolais vivent. Je peux même aller loin, depuis l'époque coloniale, post-coloniale, presque, je crois, 3 générations qui sont sacrifiées. Et on n'est pas rentré là-dedans, mais on voit cette crise. Vous avez vu un élément, c'est l'une des situations la plus déplorable que l'humanité n'ait connue. On parle de 6 millions pour la FIDH et ses sources de victimes. On parle de 3 millions de femmes violées. On parle dans l'espace de 13 ans d'autant de journalistes assassinés. Mais il y a plus que ça. Et je vous ai dit que par an, nos réseaux, nos sources récoltent au moins, enregistrent au moins 10 000 cas de violations graves des droits de l'homme. En 2011, avant, pendant et après les élections, nous avons recensé pas moins de 5 000 cas de violence politique exercés dans le cadre de la tension électorale. Et c'est probablement ce que nous allons vivre et que nous vivons déjà. Donc je n'aimerais pas revenir sur ce tableau-là,
Mais je constate que tous les intervenants qui ont échangé leurs expériences au niveau des pays qui ont été cités, je constate tout simplement que l'Afrique, tous les pays africains ont presque le même problème, à quelques différences près. Et je me souviens encore ce qu'a écrit Franck Fanon, qui disait l'Afrique a la forme d'un revolver, mais dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui, les journalistes africains qui sont ici et tous les acteurs du changement en Afrique, tous les animateurs des structures progressistes, nous devrions nous liguer pour que cette Afrique qui a la forme d'un revolver et dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo puisse